Cet épisode contient des voix générées par intelligence artificielle. Certains éléments sonores ont été créés à des fins de narration. Bonjour et bienvenue dans Le Crime du Mardi, le podcast d'enquête criminelle aussi captivante que troublante. Un mardi sur deux, laissez-moi vous plonger au cœur d'enquêtes entièrement fictives, mais construites comme de véritables affaires. Ici, tout est inventé, sauf le suspense. Cette semaine, dans Le Crime du Mardi, je vais vous parler de l'affaire Aline Roux, cette jeune femme de 37 ans qui disparaît subitement un soir d'août 2013, alors qu'elle s'apprête à retrouver une bande de copines pour une semaine de vacances qui s'annonce festive. Mais à 400 km de là, l'inquiétude se fait sentir, car malgré les heures de la soirée qui défilent, aucune trace d'Aline Roux. Pourtant, à son domicile, son conjoint est formel. Aline a bel et bien pris la route aux alentours de 17h. Ce n'est donc après plusieurs jours de recherche et d'inquiétude que son véhicule sera retrouvé accidenté au contrebas d'une falaise. À l'intérieur, un corps, celui d'Aline Roux. Mais alors, qu'est-il arrivé à la jeune femme ? Un simple accident de la route ou un événement plus grave encore ? La réponse dans ce podcast inédit du Crime du Mardi. Nous sommes le 9 août 2013 à Argelès-sur-Mer. Il est 16h passées lorsque Coralie, Philippine, Aïcha et Julie sirotent un cocktail au bord de la piscine. Les 4 amies sont arrivées plus tôt dans la journée et attendent désormais la dernière de la bande, Aline Roux. Cette dernière doit les rejoindre dans la soirée pour débuter une semaine de folie sur la côte de la Méditerranée. Une semaine qui s'annonce festive. Entre piscine, cocktail et discussions interminables entre filles, ces vacances s'annoncent exactement comme elles en avaient rêvé. Il faut dire que cela fait bien 3 ans qu'elles ne se sont pas toutes retrouvées au même endroit plus d'un week-end. Malheureusement pour les 4 amies, leurs vacances tant attendues ne vont pas tout à fait se dérouler comme elles l'auraient souhaité. Il est un peu plus de 17h lorsque Julie Gagnon, la plus vieille amie d'Aline, reçoit un SMS de cette dernière. Je viens de lui dire. Je ne sais pas trop comment il le prend. Enfin bref, ce n'est plus mon problème. Je charge la voiture et je prends la route. Je devrais être là pour 21h. À tout à l'heure les filles. J'ai hâte de vous retrouver. Ça va être génial. À 20h30, Philippine prépare le barbecue, tandis que Coralie ouvre une 3e bouteille de vin, sans oublier un verre pour Aline, qui ne devrait plus tarder. À 21h30, Julie réécrit à Aline pour s'assurer de son arrivée prochaine. La viande est prête et elles sont déjà sur le point d'ouvrir une 4e bouteille de vin. 22h10, Aline n'est toujours pas arrivée et l'inquiétude commence à se faire ressentir parmi les 4 amis. Julie téléphone à Alix Goujon, le conjoint d'Aline, et ce dernier lui confirme qu'Aline a bel et bien pris la route aux alentours de 17h. Face à son inquiétude grandissante, Alix Goujon lui conseille d'attendre encore un peu. C'est un week-end de fort départ en vacances et la route devait être plus encombrée qu'à l'accoutumée. Mais à 23h30, force est de constater qu'Aline n'est toujours pas arrivée à destination. D'autant plus que les SMS et les coups de téléphone de Julie sont restés sans réponse. Une attitude inhabituelle, mais qui pour Julie Gagnon n'a rien de surprenant. Aline a parfois traversé des épreuves difficiles, et face à de telles épreuves, la fuite a souvent été l'une de ses réponses. Les 4 jeunes femmes se laissent donc jusqu'au lendemain matin, sans quoi elles s'empresseront de prévenir la gendarmerie. Il est 11h du matin
Le samedi 10 août, lorsque 4 femmes pénètrent dans les locaux de la gendarmerie d'Argelès-sur-Mer. Elles sont mortes de trouille quant à la disparition soudaine de leur meilleure amie, Aline Roux. Celle qui devait arriver la veille au soir n'a toujours pas donné signe de vie. Les 4 jeunes femmes sont reçues par l'officier Jacques Villemont. Il recueille leur déposition et prend très vite l'affaire au sérieux. En effet, Aline a pu avoir un grave accident de la route et être en ce moment même dans un grand état de détresse. Mais un élément va aussitôt venir clôturer ce tout début d'affaire. Il est en effet 11 heures passées de quelques minutes lorsque Julie Gagnon reçoit un ultime SMS. Coucou ma Julie. Je suis désolée de te prévenir que maintenant, mais je suis obligée d'annuler pour les vacances. J'ai besoin de temps pour moi, toute seule. Profitez bien. Face aux mots d'Aline, c'est l'incompréhension. Qu'a-t-il pu bien se passer pour que cette dernière annule sa semaine de vacances tant attendue au dernier moment ? Nous sommes le samedi 17 août 2013. Julie Gagnon est la première à regagner son domicile, situé à Pau. C'est tout de même avec un brin d'amertume qu'elle retrouve son conjoint, car elle ne comprend toujours pas les raisons qui ont motivé son amie Aline à annuler ses vacances à la toute dernière minute. C'est ainsi que malgré les longues heures passées sur la route, elle décide de faire un léger détour vers le domicile de son amie qui habite à une quinzaine de kilomètres de chez elle. Il est donc environ 16 heures lorsqu'elle se présente à la porte du domicile conjugal d'Aline. Elle toque et quelques instants plus tard, Alix Goujon se présente face à elle. Alix a l'air surpris. Il lui demande aussitôt la raison de sa visite, car en effet, c'est face à Aline qu'il pensait se retrouver, et non pas face à Julie. Alors, quand cette dernière lui indique s'être déplacée pour prendre des nouvelles d'Aline, il en est encore plus confus. Il lui indique qu'Aline est partie la semaine dernière aux alentours de 17h, tout comme il le lui avait annoncé par téléphone. Alors, quand Julie lui demande si Aline et lui ont pu rentrer en contact dans la semaine, ce dernier retient ses larmes. Il explique qu'entre Aline et lui, la relation est compliquée ces derniers temps. Il va même jusqu'à confier à Julie qu'Aline lui a annoncé vouloir le quitter juste avant de charger ses affaires dans le coffre de sa voiture. Il ne s'est donc pas inquiété d'être sans nouvelles pendant toute la semaine. Aline avait besoin de temps pour elle, il le lui en a donné. Pour Julie, tout cela n'a aucun sens, car bien qu'elle ait connaissance des problèmes rencontrés par le couple, elle est persuadée que jamais Aline se serait évaporée du jour au lendemain, sans donner de nouvelles à qui que ce soit. Que s'est-il donc passé en cette soirée du 9 août 2013 ? Aline a-t-elle eu un grave accident de la route ? Ou a-t-elle été victime de quelque chose de bien plus grave encore ? À la gendarmerie de Pau, les officiers recueillent aussitôt leur déposition et prennent l'affaire au sérieux. Alix Goujon indique ainsi aux enquêteurs l'heure à laquelle Aline aurait approximativement quitté son domicile. Il devait être, je sais pas, 17h45 je pense. Et vous madame, vous dites qu'elle vous a écrit à 17h07 en vous annonçant qu'elle venait de charger le coffre de sa voiture et qu'elle s'apprêtait à partir. Oui, c'est ça. Et elle vous a ensuite écrit que le lendemain matin vers 11h pour finalement annuler. C'est bien ça ? Écoutez, on est vraiment très inquiets. Elle a peut-être eu un accident, ou j'en sais rien. Mais il faut vraiment qu'on la retrouve. À la suite de cette première partie de déposition, Alix Goujon est entendue séparément. Les enquêteurs souhaitent comprendre les raisons qui ne l'ont pas poussée à s'inquiéter, car une semaine sans nouvelles de sa femme, ça commence à faire long. C'est ainsi qu'il indique qu'Aline venait de le quitter, quelques instants seulement avant de prendre la route pour Argelès. Il a donc préféré lui offrir du temps pour réfléchir, espérant la retrouver une semaine plus tard. Et puis, il indique avoir été certain qu'Aline ne le quittait pas pour de vrai. En effet, les disputes et les scènes de ménage sont fréquentes avec Aline.
C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils se disputent, s'excusent et reprennent le cours de leur vie jusqu'au prochain conflit. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas la moindre première piste. Ils passent donc dans la salle voisine, dans laquelle Julie Gagnon offre le même discours qu'Alix. Aline venait de quitter son compagnon après plusieurs semaines de réflexion. Cette semaine de vacances devait justement lui servir à prendre de la distance et à réfléchir à la suite, notamment en ce qui concerne la garde de ses filles. Néanmoins, malgré un passé tumultueux, la meilleure amie d'Aline l'affirme. Jamais elle n'aurait disparu du jour au lendemain sans donner de ses nouvelles. Vous pourriez me parler de votre amie ? Sur sa vie? Oui, sur sa vie. Son histoire, son passé. Surtout sur celui qu'elle partage avec son conjoint. Aline naît à Pau, le 2 septembre 1976, d'un père cheminot et d'une mère couturière. Son enfance, elle la passe dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie, située à quelques kilomètres de Pau. Ici, la fille cadette d'une famille typique du sud-ouest de la France grandit aux côtés de ses deux sœurs, Pascaline et Juliane. Les semaines alternent entre l'école et les randonnées en famille. Aline est comme ce que ses parents aiment l'appeler, une baroudeuse. Elle est toujours la première à mettre le nez dehors, celle qui étouffe dès qu'elle se retrouve enfermée quelque part plus d'une heure. Alors, à 18 ans, elle suit le chemin de ses deux sœurs et entre à l'université de Pau pour y entamer le cursus d'une licence en sciences et technologies. Elle n'a pas encore la moindre idée de ce qu'elle souhaite faire plus tard, outre la forte envie de travailler pour et avec la nature. Mais en 1996, un drame terrible frappe de plein fouet la petite famille à l'allure parfaite. Michel, son père, est happé par un train tandis qu'il travaille sur les voies. Ce drame marque le début d'une descente aux enfers pour la jeune Aline qui ne parvient pas à faire son deuil. Elle abandonne ses études et décide d'enchaîner les petits boulots. Et pendant près de 5 ans, elle va broyer du noir et frôler à de nombreuses reprises les ennuis avec la justice. Du moins, jusqu'en 2001, lorsqu'elle rencontre l'homme qui va enfin lui apporter la stabilité dont elle a besoin. Bien que les enquêteurs continuent de recueillir des informations sur leurs disparus, ils lancent aussitôt des recherches sur la plaque d'immatriculation de son véhicule, ainsi qu'une analyse poussée de son bornage téléphonique. Ce dernier élément pourra probablement leur en dire davantage quant à l'itinéraire emprunté et à l'endroit où son téléphone a borné pour la dernière fois. En attendant, ils souhaitent en savoir plus sur la relation qu'entretenaient Alix Goujon et Aline Roux depuis près de 12 ans. Peut-être que cela leur permettra d'identifier les raisons qui auraient poussé la jeune femme à disparaître. Nous sommes en 2001. Alix Goujon, 27 ans, travaille comme carrossier dans un petit garage en banlieue de Pau. Son quotidien se résume à travailler la journée et à passer ses soirées et week-ends entre amis, à fumer du cannabis et à jouer aux jeux vidéo. Il reconnaît d'ailleurs s'être laissé aller à quelques trafics de stupéfiants pour arrondir les fins de mois. Du moins, jusqu'à ce qu'une charmante jeune femme aux cheveux dorés entre dans sa vie un jour de novembre. La veille, Aline Roux fait face à un chauffard alcoolisé sur une route départementale très empruntée. Aucune blessure corporelle, outre quelques égratignures, mais le véhicule en revanche est très abîmé. Alix indique être aussitôt tombé sous le charme de sa jeune cliente. Et malgré sa timidité profonde, il l'invite à dîner et débute ainsi une histoire passionnelle qui va durer 12 ans. Aline est à l'époque en dépression à la suite du décès brutal de son père. Elle est accro à l'alcool et finira par avouer auprès d'Alix que c'était elle, le conducteur alcoolisé responsable de l'accident. Le jeune mécanicien y voit là un signe du destin. Lui, accro au cannabis,
elle, accro à l'alcool. Et ensemble, contre toute attente, ils parviennent à se sevrer de leurs démons. À l'été 2002, ils emménagent ensemble dans un petit appartement situé dans le centre-ville de Pau et se marient quelques mois plus tard, devant famille et amis les plus proches. En 2003, soit quelques semaines seulement après s'être dit oui, Aline tombe enceinte de son premier enfant, une petite fille nommée Sarah qui pointe le bout de son nez à une semaine de Noël. Et c'est 2 ans plus tard qu'Aline et Alix accueillent Johanna, une petite fille atteinte de la trisomie 21. La jeune maman quitte alors son travail et occupe désormais la totalité de son temps à s'occuper de ses 2 filles. Le couple déménage et s'installe en banlieue de Pau, dans une maison familiale bien moins coûteuse que la précédente. Et c'est ici qu'ils vont continuer à s'aimer bien qu'au fil des années, leurs relations finissent par s'effriter et mener à la disparition soudaine d'Aline Roux. On ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Surtout quand on a 2 gosses à la maison. Je sais pas où elle est, mais je suis quasi certain qu'elle est déjà morte. Les enquêteurs sont dubitatifs. Une mère de famille aimante qui disparaît subitement, quelques heures seulement après avoir annoncé à son conjoint qu'elle renonçait à leur mariage. C'est une histoire déjà vue et entendue. Le mari est très souvent responsable. Mais pour l'heure, ils n'ont aucun élément à charge contre Alix Goujon. De plus, il affirme avoir passé la soirée et la nuit à son domicile aux côtés de ses 2 filles, tout en étant au téléphone avec l'un de ses meilleurs amis, un certain Benjamin Huche. Mais pour les enquêteurs, les zones d'ombre qui entourent la disparition d'Aline Roux risquent bien de se dissiper, car les premiers résultats du bornage de son téléphone sont sur le point de leur parvenir. Nous sommes le lundi 19 août 2013, lorsque débute une vaste opération de repérage le long de la route nationale 134. Une route qui mène jusqu'à la frontière espagnole. C'est en effet sur l'une des antennes relais de la nationale qu'a borné pour la dernière fois le téléphone d'Aline. Sur place, hélicoptère, patrouille de gendarmerie, chiens renifleurs dans les bois avoisinant l'antenne relais, tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de retrouver la trace de la mère de famille. Et cela va finir par payer, car il est un peu plus de 15 heures lorsqu'il est repéré depuis l'hélicoptère un véhicule de couleur rouge, accidenté au contrebas d'une falaise. La localisation du véhicule est difficile d'accès et rend l'intervention des secours très délicate. Alors, après 2 heures d'intenses efforts, la voiture, une Clio 3 de couleur rouge, est aussitôt identifiée comme étant celle d'Aline Roux. Et les secours vont très vite se rendre compte que l'accident lui aura été fatal, car à l'intérieur, un corps est retrouvé, et il correspond en tout point à celle que l'on surnomme déjà la disparue des Pyrénées. Sur place, les gendarmes, appuyés par une équipe de techniciens en identification criminelle, sécurisent la zone et procèdent aux premières investigations. Le véhicule est stabilisé avant d'être photographié sous plusieurs angles. Les experts réalisent ensuite les relevés habituels: position du levier de vitesse, éteint du frein à main, traces de choc ou encore empreintes visibles sur le volant et les portières. Pour l'heure, aucun autre véhicule ne semble impliqué, et à première vue, la scène correspond à un banal accident de la route. Mais certains détails vont très vite intriguer les enquêteurs. Il est noté une absence de freinage sur la chaussée depuis laquelle le véhicule a chuté, tandis que le levier de vitesse est au point mort et que le frein à main est desserré. Des premières constatations surprenantes. Et si nous n'étions pas là face à une simple affaire d'accident de la route, mais d'homicide ?
Sur place, le corps d'Aline Roux est transporté à l'Institut médico-légal de Pau, tandis que son véhicule est remonté par une équipe spéciale et mis sous scellé. Face aux doutes qui subsistent à la suite des précédentes découvertes, le procureur de la République de Pau est immédiatement informé des faits. Ce dernier ordonne l'ouverture d'une enquête en flagrance, placée sous l'autorité de la section de recherche de Pau. Les gendarmes sont quant à eux missionnés d'avertir les proches, qui depuis 10 jours sont morts d'inquiétude. Pendant ce temps, les enquêteurs de la section de recherche vont être tâchés de reprendre l'intégralité des constatations techniques, d'expertiser la Clio 3 placée sous scellé, ainsi que de prendre connaissance des résultats de l'autopsie, qui ne devrait plus tarder. Les premières observations confirment l'inquiétude des premiers gendarmes arrivés sur les lieux de l'accident. Selon les techniciens en identification criminelle, plusieurs éléments ne peuvent coller avec la théorie d'un simple accident de la route. Tout d'abord, il a de suite été notifié qu'Aline ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'impact. Autre élément troublant, le levier de vitesse était au point mort et le frein à main totalement desserré. Des positions incompatibles avec l'hypothèse qu'Aline ait pu louper le virage avant de dégringoler la falaise et de finir plusieurs mètres plus bas. Enfin, l'absence totale de traces de freinage au niveau de la route qui aurait pu, là aussi, prouver la possibilité de l'accident. Pour les enquêteurs, l'accident de voiture ressemble davantage à une mise en scène macabre qu'à une véritable perte de contrôle du véhicule. À l'Institut médico-légal de Pau, les conclusions de l'autopsie sur le corps d'Aline Roux se précisent. D'après son expertise, le médecin légiste est parvenu à situer la mort dans la soirée du 9 août 2013, soit dans les premières heures de sa disparition. Et ce dont il est certain, c'est que les dernières heures de la pauvre mère de famille ont été longues et douloureuses. Premièrement, les bras et le visage d'Aline présentent plusieurs ecchymoses, certaines plus anciennes que d'autres. Son visage porte des traces de coups évidents, tandis qu'un hématome localisé à l'arrière du crâne vient laisser entendre un choc violent, ayant pu entraîner un traumatisme crânien. Ensuite, le médecin a pu relever autour du cartilage thyroïde des lésions caractéristiques d'une strangulation. Mais le rapport ne s'arrête pas là, puisque l'examen interne met en évidence une rupture des premières vertèbres cervicales, ce que l'on peut appeler, dans le jargon médico-légal, un traumatisme du rachis cervical violent, ou plus simplement dit, un coup du lapin fatal. Car oui, la cause officielle de la mort est due à l'impact du véhicule. L'hypothèse la plus probable pour le médecin légiste, c'est qu'après avoir été frappée au visage, Aline aurait perdu connaissance en se cognant la tête. Elle aurait ensuite été transportée jusqu'à son véhicule avant d'être balancée par-delà la falaise. Il appartient désormais aux enquêteurs de la section de recherche de venir confirmer ces éléments et de déterminer les causes exactes de l'accident. Julie Gagnon est reçue dans les locaux de la section de recherche de Pau le jeudi 22 août. Les enquêteurs souhaitent l'interroger davantage sur sa relation avec Aline, ainsi que sur leur principal suspect, Alex Goujon. Je suis désolé de vous faire venir une fois de plus, mais il faut vraiment que vous en disiez davantage sur leur relation. Mais je vous ai déjà dit ce que je savais. Vous n'avez encore rien dit sur leur début. C'est très important pour nous. Je sais que vous traversez une période difficile avec la perte de votre ami, mais il faut vraiment qu'on comprenne ce qui lui est arrivé. D'accord ? Julie rencontre Aline alors qu'elles sont en classe de 6e, à l'école privée Jeanne d'Arc d'Oloron-Sainte-Marie. Tout de suite entre les deux camarades, c'est le coup de foudre amical. Elles passent leurs week-ends ensemble et se suivent de classe en classe, jusqu'à ce qu'Aline décide d'intégrer l'université de Pau pour suivre des études de sciences et technologies. Julie, bien moins studieuse, s'oriente vers un cursus professionnel pour devenir secrétaire. À l'époque,
elle indique aux enquêteurs se souvenir de ses premières réactions quant à l'irruption d'Alix Goujon dans la vie de sa meilleure amie. Au premier abord, Alix ne semblait pas très fréquentable. Vocabulaire de voyou, fumeur accro au cannabis, il ne lui semblait pas être en mesure de ramener Aline sur le chemin de la raison. Pensez-vous qu'il ait pu la tuer ? Qui ça ? Alix ? Oui. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'Aline serait pas morte d'un accident de la route ? Et qu'elle aurait été tuée ? Répondez à la question. Non. Alix paraît un peu vieux bougre au premier abord, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. En attendant que de nouvelles analyses leur parviennent, les enquêteurs décident donc de convoquer Alix Goujon dans les locaux de la section de recherche. Ils souhaitent reprendre le déroulé de ce début de soirée du vendredi 9 août et tenter ainsi de comprendre comment Aline Roux a pu, 10 jours plus tard, être retrouvée morte au contrebas d'une falaise. Il est 17h, le vendredi 9 août 2013. Alix est devant la télévision. Les filles jouent à l'étage, tandis qu'Aline prépare ses affaires avant de prendre la route. Quelques instants plus tard, elle se présente face à lui les yeux humides. Il n'a alors pas le temps de lui demander ce qui lui arrive, qu'elle lui annonce mettre un terme à leurs 12 années de relation, précisant que cette fois-ci, elle ne reviendra pas sur sa décision. Alix, bouche bée, ne sait pas quoi répondre. Il sait néanmoins qu'elle a besoin de temps pour elle et espère la retrouver en meilleure forme à son retour de vacances. À 17h40, Aline charge le coffre de sa voiture, monte embrasser ses filles, puis quitte le domicile 5 minutes plus tard. Aux alentours de 21h, il téléphone à son meilleur ami, un certain Benjamin Huche. Leur conversation est interrompue par un appel de Julie Gagnon à 22h10. Cette dernière est morte d'inquiétude car Aline n'est toujours pas arrivée à destination et ne répond ni à ses appels ni à ses SMS. Une attitude qui ne lui ressemble pas. Il lui conseille alors d'attendre encore un peu, se justifiant de l'important trafic attendu sur les routes en ce début de vacances d'août. Il reconnaît néanmoins n'avoir ensuite pas eu de nouvelles de tout le reste de la semaine, jusqu'à ce que la meilleure amie de sa femme frappe à sa porte une semaine plus tard. Alix Goujon ressort libre des locaux de la section de recherche. Bien que de nombreux éléments pointent dans sa direction, les enquêteurs n'ont pour l'heure aucun élément sérieux à son encontre. Son alibi est quant à lui toujours en cours de vérification. Ils vont donc étendre leurs interrogatoires et tenter d'en apprendre encore un peu plus sur leur victime. C'est ainsi qu'ils reçoivent dans leurs locaux Coralie Guimbaud, une très bonne amie d'Aline, qui faisait partie du groupe d'amis ayant passé une semaine de vacances à Argelès-sur-Mer. Ça faisait déjà longtemps qu'elle avait pris sa décision. Je sais parce qu'elle m'en avait parlé il y a déjà 3 ou 4 semaines. Elle attendait juste le bon moment. Vous savez, Aline a toujours eu le défaut de douter, sur tout. Quand elle doit prendre une décision, elle réfléchit à toutes les conséquences avant de trancher. Elle a toujours été comme ça. Du moins, c'est comme ça que je la connais. Toujours d'après les propos de Coralie Guimbaud, le couple était aux abois depuis des années, enchaînant les périodes de séparation et de rabibochage. Plus le temps passait, plus les disputes semblaient se faire nombreuses, et surtout, de plus en plus violentes. Aline a même confié à Coralie s'être pris un coup dans l'estomac quelques semaines plus tôt. Et ce n'est pas la seule révélation, puisque Coralie Guimbaud s'apprête à dévoiler aux enquêteurs une information explosive. Aline a découvert dans son téléphone plusieurs messages d'amour qu'il échangeait avec une autre femme. Elle l'a tout de suite confrontée. Mais Alix a fait comme si elle était folle. Bien sûr, quand Aline lui a demandé de lui remontrer les SMS, il n'y avait plus rien. Il avait tout supprimé. Mais elle m'a confirmé l'avoir suivi un soir où il devait travailler tard. Et il était avec cette femme. Carole, je crois.
Vous êtes certaine de ce que vous avancez ? Certaine. Alix a une maîtresse. Alix Goujon est-il réellement le veuf aussi effondré qu'il le prétend ? Ou cache-t-il un jeu bien plus pervers que ce à quoi les enquêteurs imaginaient jusque-là ? Les révélations de Coralie Guimbaud font l'effet d'une bombe. Et si Alix Goujon était bel et bien le responsable de la mort d'Aline Roux ? C'est en tout cas dans cette direction que décident de se diriger les enquêteurs. Alix Goujon, infidèle et violent, c'est loin d'être l'image qu'il dégage depuis le début de l'enquête. L'homme au cœur tendre et au regard anéanti par le décès de sa femme serait-il en train de jouer un jeu pervers ? Les enquêteurs souhaitent attendre encore un peu avant de le placer en garde à vue et de l'entendre à nouveau. Ils vont tout d'abord prendre connaissance des vérifications de son alibi. Et ce dernier semble malheureusement se confirmer. Alix Goujon était bel et bien à son domicile au soir du 9 août 2013. Pour preuve, son téléphone portable y borne toute la soirée, en communication téléphonique avec son ami Benjamin Huche, entre 18h43 et 22h10, heure à laquelle il raccroche pour prendre l'appel de Julie Gagnon. Cet appel ne dure que quelques minutes, puis Alix Goujon rappelle Benjamin Huche à 23h02, jusqu'à un peu moins de 2h30 du matin. Pour les enquêteurs, le temps est venu de faire le point sur tous les éléments jusque-là réunis. Peut-être seront-ils en capacité de mettre en évidence un élément plus qu'un autre. On sait qu'elle quitte son domicile entre 17h40 et 18h, et d'après le bornage de son téléphone, elle roule sur la nationale 134, puisqu'une antenne relais la repère à 19h47, près de la commune de Sarance. À quelle heure est-ce qu'il borne pour la dernière fois ? Le 9 août, il borne pour la dernière fois à 20h08. Et ensuite il reborne le lendemain matin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il borne à 10h57. Puis ensuite, plus rien. Nous sommes le mercredi 28 août et près de 3 semaines se sont écoulées depuis le début de l'enquête. Après avoir repris l'affaire depuis le début afin de faire coïncider les derniers éléments découverts à ceux déjà connus, les enquêteurs sont aujourd'hui capables de lever plusieurs questions. La première, Aline est-elle à l'origine de ce SMS reçu par Julie Gagnon le samedi 10 août au matin ? 2 éléments sérieux viennent contredire cette possibilité. Le premier, l'heure de la mort prononcée par le médecin légiste qui remonte à la veille au soir. Le second, l'absence de son téléphone portable dans le véhicule accidenté. Ce dernier n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé malgré les nombreuses fouilles aux alentours du lieu de l'accident. Et les enquêteurs sont face à un obstacle de taille, car aucun autre suspect potentiel qu'Alix Goujon n'émerge malgré leurs investigations. Et ce dernier possède un alibi de taille. Du moins, jusqu'à ce que les enquêteurs fassent 2 découvertes qui vont venir faire basculer l'enquête. Mardi 2 septembre 2013. Il est 6h du matin lorsque 2 brigades de la gendarmerie sous la réquisition de la section de recherche se préparent à interpeller les 2 suspects principaux dans l'affaire Aline Roux. À Pau, une première équipe interpelle dans le calme Alix Goujon et procède à la perquisition de son domicile. Les 2 filles du couple sont confiées en urgence au service de l'aide sociale à l'enfance, tandis qu'Alix Goujon est conduit jusqu'à la section de recherche de Pau. À quelques kilomètres de là, dans la commune de la Commande, une seconde équipe interpelle avec plus de fermeté un certain Benjamin Huche avant de le placer en garde à vue. Les enquêteurs le savent, ils disposent désormais de 48 heures pour déterminer avec certitude les dernières heures de leur victime. Pour tout comprendre à l'interpellation des 2 suspects, il faut remonter de quelques jours en arrière. Les enquêteurs, coincés par l'alibi solide d'Alix Goujon et le manque de preuves matérielles permettant de le situer sur les lieux de l'accident,
décide de se concentrer sur le deuxième individu au cœur de l'affaire, Benjamin Huche. Il lance aussitôt l'analyse de son bornage téléphonique le soir de la disparition. Et là, c'est le choc. Les relevés téléphoniques de Benjamin Huche confirment ce dont ils savent déjà. Mais c'est du côté du bornage que cela devient intéressant. Car le téléphone de Benjamin Huche borne toute la soirée du 9 août au domicile d'Alix Goujon. Une première question de taille se pose. Pourquoi rester en communication alors que les deux hommes sont présents au même endroit, au même moment ? L'alibi parfait viendrait-il de voler en éclats ? Les enquêteurs sont sur le point de le découvrir. Benjamin Huche est âgé de 43 ans. Cadet d'une famille de 7 enfants, il est célibataire et père d'un petit garçon de 12 ans qu'il ne voit que quelques fois dans l'année. Le reste du temps, il occupe depuis 8 ans un poste de téléconseiller à la sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques et passe ses week-ends à la boxe, sport qu'il pratique depuis son enfance. Pas de casier judiciaire, aucune infraction routière commise dans les 10 dernières années, bénévole à la SPA et employé modèle, Benjamin Huche a tout du parfait citoyen. Les enquêteurs souhaitent donc comprendre les raisons qui l'auraient poussé à se rendre complice de son ami. Aurait-il été victime d'un chantage affectif ou a-t-il agi par simple loyauté ? Vous pouvez m'expliquer pourquoi d'après le bornage de votre téléphone, vous vous trouviez au domicile d'Alix Goujon, le soir de la disparition d'Aline Roux ? Je sais pas. Donc vous confirmez que vous n'étiez pas ni à la boxe ni au cinéma le soir du 9 août. Vous étiez bien au domicile de votre pote Alix Goujon. Écoutez, je vous dis la vérité, je me souviens plus. Vous vous souvenez plus, d'accord. C'est bizarre, mais je l'ai déjà entendu un millier de fois, cette excuse. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous avez aidé Alix Goujon à se débarrasser du corps d'Aline Roux. Et vous allez me dire comment et pourquoi vous l'avez fait. Ok ? Les enquêteurs s'attaquent tout naturellement à Benjamin Huche en priorité. Il leur paraît bien moins solide que le second suspect qui patiente dans la salle d'interrogatoire voisine. Et dès les prémices de sa garde à vue, Benjamin Huche va montrer des premiers signes d'hésitation et d'inconfort. Il ne leur faudra au total que quelques heures pour que ce dernier passe aux aveux. Les aveux de Benjamin Huche ne suffisent pas aux enquêteurs. Après tout, il n'est pas le meurtrier, seulement son complice. Celui qu'ils veulent voir tomber de son piédestal. C'est Alix Goujon, qui patiente sereinement dans la pièce voisine sans savoir que son meilleur ami vient lui aussi d'être entendu. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas touché à un cheveu d'Aline. Mais moi, je suis persuadé du contraire. Chut, soyez persuadé de ce que vous voulez, monsieur l'officier. Je sais que je n'ai rien fait. Et concernant votre maîtresse, vous le reconnaissez ça au moins ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Monsieur Goujon, enfin, ne me prenez pas pour un imbécile. Disons que j'ai une maîtresse. Qu'est-ce que ça change ? Ça ne ramènera pas Aline. Alix Goujon ne comprend pas les raisons qui poussent les enquêteurs à le suspecter, et ce, malgré ses aveux concernant une potentielle maîtresse. Ému, la gorge nouée, il affirme avoir toujours aimé Aline. Quand les enquêteurs lui font part de ses excès de violence, et notamment de ce fameux coup de poing survenu quelques semaines plus tôt lors d'une énième dispute, il nie en bloc. Quand il lui annonce avoir retrouvé des traces résiduelles de sang lors de la perquisition de son domicile, il trouve une énième explication qui ne fait aucun sens. Alix Goujon va nier en bloc chaque argument et chaque élément soulevé par les enquêteurs. Alors, pendant 27 heures de garde à vue, les séances d'interrogatoire vont donc se succéder de jour comme de nuit. Mais face à ça, le père de famille tient bon. Du moins, jusqu'à ce que l'on lui mette sous les yeux les analyses du bornage téléphonique de son téléphone et de celui de son ami, Benjamin Huche.
Et pour la première fois, il semble perdre pied. Il devient hésitant et ne parvient pas à se justifier très clairement. Les enquêteurs abattent alors leur dernière carte, celle des révélations de Benjamin Huche. Celle qui va tout faire basculer. Il était 17h30 plus ou moins. Il avait l'air terrorisé. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Il pleurait et riait en même temps. C'est là qu'il m'a demandé de venir chez lui. Quand je suis arrivé, il était recroquevillé dans l'entrée. Il était trempé. J'ai cru qu'il avait pris une douche habillée, mais en fait, c'était juste de la transpiration. Et c'est là que j'ai vu Aline. Elle était allongée dans le salon. Elle bougeait plus. J'ai tout de suite compris ce qui venait de se passer. Elle était morte. Il venait de la tuer? Oui. Et il voulait que je l'aide à cacher son corps. Face à la déclaration de Benjamin Huche, Alix Goujon craque et passe aux aveux. Nous sommes le vendredi 9 août 2013. Alix est devant un match de football. Aline est à l'étage. Elle prépare ses affaires et profite d'un dernier moment en tête-à-tête avec ses filles. Décidée à en finir avec son mari avant de prendre la route, elle le retrouve au rez-de-chaussée. Elle s'installe à ses côtés et lui annonce la nouvelle. Il dispose d'une semaine pour faire ses affaires et quitter les lieux. Surpris, Alix se met à rire, pensant qu'il ne s'agit là que d'une mauvaise blague. Mais il réalise très vite qu'elle ne rigole pas. Aline souhaite divorcer et au plus vite. Le ton monte, tandis que les insultes fusent de toutes parts. Et face aux derniers mots d'Aline, Alix indique avoir perdu pied. Il tente d'abord de l'enlacer afin de faire retomber la pression, mais elle lui répond par une gifle violente. Il la saisit ensuite au niveau du cou, avant de serrer le plus fort possible. Réalisant la gravité des faits, il relâche son emprise. Aline bascule en arrière et se fracasse l'arrière du crâne contre la bordure d'un meuble. Le sol est très vite recouvert de sang. Alix Goujon la croit morte et met très vite en place un stratagème pour faire croire à une disparition volontaire. Il est 17h40 lorsqu'il envoie un SMS à Julie Gagnou avec le téléphone d'Aline. Je viens de lui dire. Je ne sais pas trop comment il le prend. Enfin bref, ce n'est plus mon problème. Je charge la voiture et je prends la route. Je devrais être là pour 21h. À tout à l'heure les filles. J'ai hâte de vous retrouver. Ça va être génial. Pendant ce temps, le corps d'Aline gît dans le salon du pavillon. Quelques instants plus tard, Benjamin Huche se présente à son domicile sans savoir ce qu'il attend derrière la porte. Très vite, l'homme qui patiente recroquevillé dans l'entrée demande à son ami de lui venir en aide. Il a déjà tout prévu. Aline prend comme convenu la route pour partir en vacances et perd le contrôle de son véhicule. Tout doit ressembler à un banal accident de la route. Et pour cela, il faut faire vite. Il demande alors à son ami de l'aider à placer le corps d'Aline dans le coffre de sa voiture, ce que ce dernier accepte. Ensuite, Alix Goujon lui demande de rester en communication avec son téléphone qui reste au domicile pour lui permettre d'élaborer un alibi qui tienne la route, ainsi que pour surveiller et coucher les deux filles aux alentours de 20h. Alix prend ensuite la route, direction la frontière espagnole. Il connaît justement le parfait endroit pour se débarrasser du corps de sa femme. Je ne sais pas pourquoi je connaissais cet endroit, mais j'avais dû y passer. Je me suis sorti de la route, me suis garé sur le côté, et après, j'ai retiré le corps d'Aline du coffre que j'ai installé à la place du conducteur. J'ai desserré le frein à main, et puis je l'ai poussé quoi. Je l'ai entendu crier au moment où je poussais la voiture. Elle était pas morte en fait. Elle était encore vivante. Je vous jure, je le savais pas. Je vous jure.
Alix Goujon continue de raconter les heures qui suivent son départ de Pau. À 21h10, après s'être débarrassé d'Aline et comme convenu avec Benjamin Huche, ce dernier le récupère sur le bord de la route. Les deux enfants sont seuls à la maison, endormis dans leur lit. Les deux hommes retrouvent le domicile familial à temps pour prendre l'appel de Julie Gagnon à 22h33. Au petit matin du samedi 10 août, Benjamin Huche est toujours présent au domicile du couple. Il garde un œil sur les enfants, tandis qu'Alix Goujon prend sa voiture pour rejoindre les lieux où la veille au soir, il poussait le véhicule de sa femme, encore vivante à l'intérieur. Sur place, il allume le téléphone d'Aline et écrit un tout dernier SMS à Julie Gagnon avant de s'en débarrasser, lui aussi. Son alibi étant construit, il n'a désormais plus qu'à espérer que tout fonctionne comme prévu. Pour les proches d'Aline, c'est un choc. Personne ne pourra oublier le doux regard de cette jeune femme, de la douceur et de l'amour qu'elle portait à ses deux filles, Sarah et Johanna. Pour Coralie, Philippine, Aïcha et Julie, rien ne leur fera jamais oublier l'amie qu'elles aimaient tant. Elles comptent bien d'ailleurs retourner à Argelès-sur-Mer toutes ensemble afin de rendre un dernier hommage à Aline, celle qui rêvait de s'y installer. Vous venez d'écouter une nouvelle enquête du crime du mardi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et ainsi découvrir l'actualité de nos publications. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt dans le crime du mardi.